Voilà, donc on y va. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moi je m'appelle François Vuillemin, je suis le président de l'association des anciens élèves de l'ISIFC. Et je suis également chef de projet dans une jeune start-up de Besançon qui s'appelle Archeon, qui développe un dispositif pour la réanimation cardiopulmonaire. Et je vais vous présenter en quelques minutes l'association des anciens. Donc, pourquoi une association des anciens? Ben, tout simplement en fait pour créer du lien. Pour créer du lien entre les anciens, entre eux, en eux-mêmes, pour qu'ils puissent échanger sur, par exemple, des expériences, des compétences, des problématiques rencontrées au sein de leur vie professionnelle. Également, faire le lien entre les anciens et les étudiants actuels de l'ISIFC pour, par exemple, des suggestions de stage ou de l'aide s'il y a besoin. Toujours faire le lien entre les anciens et l'école et entre l'école et l'industrie. Avec différents moyens. Alors, ces moyens, quels sont-ils? En fait, on a une organisation avec une feuille de route, donc des objectifs que l'on a fixés pour l'association. On fonctionne en mode projet, donc différents projets sont proposés par des anciens élèves de l'ESIFC. Ces projets peuvent être, par exemple, pour créer du lien entre les anciens, l'organisation d'un week-end des anciens. Il y a eu 2 itérations pour l'instant de week-end des anciens. Ce sont des gros projets pour l'association. On a un financement avec l'ensemble des cotisations et des dons de la part d'entreprises et de cabinets de recrutement qui postent des offres d'emploi. Donc, on a un site web qui permet de gérer la diffusion des offres d'emploi du secteur biomédical à tous les anciens élèves de l'ISFC qui donc cotisent à l'association. Ça représente pas mal d'offres d'emploi par semaine. Et on a également la possibilité d'offrir aux élèves de l'ISFC ainsi qu'à tous les anciens élèves un mapmonde. C'est une cartographie des anciens sur le globe pour stipuler où sont positionnés, où sont basés les anciens, donc avec leur nom, prénom et nom d'entreprise pour qu'ils puissent se joindre pour des offres d'emploi le cas échéant. Donc, il y a vraiment un gros réseau au niveau des anciens élèves et une proximité très, très proche avec l'école pour faire le lien. Les membres du bureau sont les suivants. Donc, moi-même en tant que président, Marie en tant que trésorière qui va vous présenter le poste de chef de projet, Julien en tant que secrétaire qui va vous présenter le poste de chef d'entreprise, Nils qui est également de la promo 14, donc un jeune diplômé d'il y a 1 ou 2 ans qui fait partie du bureau et qui va vous présenter un poste également, alors je ne sais plus si c'est application, c'est ça, et Émeric qui va vous présenter un poste d'ingénieur clinique. Par la suite. Donc, on est une équipe de 5 anciens élèves à animer le bureau et la vie de l'association. On va passer maintenant au témoignage des différents anciens. On va commencer, donc je rappelle à chaque ancien, vous aurez donc 2 ou 3 minutes pour présenter vos slides, votre parcours. On va commencer avec Julien. Donc, Benjamin, je te laisse faire le réglage et c'est parti. Julien, c'est à toi. Merci François. Bonjour à tous. Merci. Donc je me présente, Julien Gauthier. Donc avant l'ISIFC, j'ai fait un baccalauréat scientifique option SVT. Ensuite, je suis parti à la fac faire un doc de mécanique. Et entre la première et la deuxième année de mécanique, je suis parti une année à l'étranger, en Angleterre, pour donc apprendre l'anglais parce que j'ai trouvé que c'était important pour mon futur travail. Et c'est le cas aujourd'hui, j'ai eu raison de le faire. Donc après, comme Vincent vous l'a présenté, on avait la possibilité d'aller également à l'étranger pour faire des stages. Moi, j'en ai fait une partie au Canada, aux USA, et j'ai fait mon stage industriel en 3e année sur l'île de la Réunion et je suis revenu ensuite en métropole. J'ai intégré une petite structure qui s'appelle STEM6 et au sein de cette structure, j'ai eu différents postes. Le premier, c'était chef de projet, Marie va vous en parler après. Ensuite, responsable produit et ensuite directeur commercial. Et le fait d'avoir été dans une petite structure, on peut évoluer assez rapidement et aujourd'hui, je suis directeur général de cette société. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, Vincent? François, s'il te plaît. Alors, j'ai un petit bug. Pas de souci.
Ok, c'est bon, ça y est. Ok, donc en fait, au sein de la structure, j'ai trois axes principaux. Le premier axe, c'est définir la stratégie de l'entreprise avec mon président et mes administrateurs, parce qu'on a un président du comité de gestion, puisqu'on est en fait, on est aussi une société cotée en bourse. Et donc, on a besoin d'avoir une vraie stratégie. Et pour arriver à cette stratégie, aux objectifs qu'on s'est fixés suivant cette stratégie, eh bien, en fait, on doit faire des business plans et aller chercher du financement, puisque ben, c'est le nerf de la guerre, hein, il nous faut de l'argent pour se développer. Donc, ça va m'aider, ces business plans, ces différents éléments, d'aller chercher des prêts, d'aller chercher aussi du crédit d'impôt recherche, toutes des aides mises en place par l'État ou les banques pour nous aider. Et aujourd'hui, dans le cadre actuel de la crise Covid, par exemple, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le prêt PGE, c'est le prêt garanti État par l'État. Et ça, par exemple, c'est moi qui vais le chercher, qui vais vers nos partenaires bancaires pour pouvoir développer, pour obtenir ce prêt. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Le deuxième axe d'un directeur d'entreprise, c'est aussi gérer les ressources humaines par les embauches, bien sûr, par aussi le licenciement des personnes. On a énormément de choses à faire en ce qui concerne la formation des équipes et on doit pour cela avoir un bon relationnel. Donc ça, c'est vraiment de la culture générale d'entreprise. Après, c'est plus facile dans une petite structure. Nous, on est 9. C'est pas énorme, mais ça, voilà, il faut quand même avoir de bonnes qualités pour, je dirais, les qualités humaines. Voilà. Et le troisième axe, c'est la partie commerciale qui est aussi importante pour la société. Donc aujourd'hui, mon rôle, c'est me déplacer à l'international pour nos produits, pour montrer à nos clients, donc les médecins, puisqu'on est dans le dispositif médical, mais aussi, étant une petite structure, on passe par des distributeurs, donc c'est nos partenaires dans chaque pays. Et donc, eux, il faut les former également. Et voilà. Et aujourd'hui, la société, elle est dans 22 pays et on a 16 principaux distributeurs. Donc, ça fait pas mal de déplacements. Donc voilà. Merci. J'espère que j'ai tenu juste 3 minutes. Parfait. François. C'est très bien. Merci Julien. On va maintenant passer à Marie. Marie de Valoir qui va vous présenter un poste de chef de projet. C'est à toi, Marie. Je te donne la première slide. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Marie de Valoir. Je suis chef de projet senior chez Microméga à Besançon. Donc, avant l'ISIFC, j'ai fait un bac SSVT et après une première année de prépa BCPST, j'ai passé, comme Julien, un diplôme qui n'existe plus aujourd'hui, un DUG. Donc, ça correspond à une L2. Et donc, MIAS, c'est mathématiques, informatique et applications aux sciences. Après les IFC, j'ai été embauchée directement dans l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage de fin d'études. Et j'ai travaillé dans différentes entreprises, mais toujours dans des bureaux d'études, en R&D ou en industrialisation. Et donc aujourd'hui, je suis chef de projet senior. Suivante. Oui. Voilà. Donc en tant que chef de projet, mes missions, c'est d'organiser les activités de manière transversale pour atteindre le but qui est fixé dans le cadre du projet. Donc, le fonctionnement transversal, ça veut dire que je travaille en direct, sans lien hiérarchique, avec tous les services de l'entreprise. Et donc, l'objectif global du chef de projet, c'est de rendre les choses possibles. Un peu plus concrètement, mes missions, ça va être de piloter les projets. Donc, ça veut dire principalement les planifier et animer les équipes. Il y a beaucoup de communication entre les différentes équipes qui vont intervenir dans les projets. Il faut les solliciter en permanence pour connaître les résultats, les engager à résoudre les problèmes ensemble. Chez Microméga, les chefs de projet sont également responsables de la constitution des dossiers de marquage CE. Donc là, c'est un aspect réglementaire assez fort.
Et puis, il y a toute une partie de reporting, donc où on rend compte du déroulement des projets, à la fois à la direction de l'entreprise et au niveau du groupe international. C'est bon pour toi? Oui. Ah non, il reste une slide, pardon. Donc, au niveau des types de projets sur lesquels j'interviens, donc il peut y avoir, ils sont de différents types. Donc, je peux intervenir soit sur des produits qu'on fabrique en interne, soit sur des produits qu'on achète. Donc, à ce moment-là, je vais travailler plutôt en extérieur avec des fournisseurs. Je peux également travailler sur des procédés de fabrication. Et dernièrement, je me spécialise sur les projets d'organisation où là, je vais travailler plutôt sur les façons de travailler et en particulier sur les façons de conduire les projets de manière à gagner en efficacité et à être plus réactif et plus efficace. En tant que senior dans le métier de chef de projet, j'ai un rôle de coaching auprès des autres chefs de projet, donc aussi bien des chefs de projet dont c'est le métier comme moi, que des gens qui vont porter des projets, mais dont ce n'est pas l'activité principale. Par exemple, si on va implémenter un nouveau logiciel pour traiter des payeurs RH, c'est un projet, donc je vais pouvoir accompagner le porteur de projet pour l'aider à conduire, à atteindre son objectif. Et je fais également partie du comité de pilotage au sein de l'usine. Voilà. Merci Marie, et je préciserai qu'effectivement j'ai eu l'immense honneur de travailler avec toi pendant quelques années. C'était 2 années magiques. On va donner maintenant la parole à Alexandre, Alexandre que je connais très bien aussi, qui est l'un de mes copains de promotion, promo 5. Alexandre, c'est à toi, on te voit, je te donne ta première slide. Merci François. Moi, je travaille en qualité et affaires réglementaires au sein de l'entreprise Emergo. Donc ça, c'est mon statut actuel, mais dans le passé, j'ai fait tout d'abord un bac avec une spécialité physique-chimie, puis 2 premières années de médecine qui m'ont conduit à la fac de bio. Alors, c'est pas de BCPST, c'est moi qui ai dû faire une erreur, mais en deuxième année de fac de biologie, et qui m'a permis, donc par la voie de la soumission d'un dossier et puis d'un entretien, de rentrer à l'ISIFC. À la fin de mon stage d'études, j'ai pu intégrer directement l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage en tant que chef de projet. Et j'ai, on va dire, changé d'orientation au sein de cette société petit à petit vers un poste d'ingénieur en affaires réglementaires. Aujourd'hui, donc, je suis consultant en qualité affaires réglementaires, qu'on appelle souvent dans le jargon QARA, donc assurance qualité affaires réglementaires, et également sur des aspects cliniques. Si tu peux changer de… J'y vais, il faut que je reprenne la main. Voilà, c'est tout bon. Donc, dans mon travail journalier de consultant en qualité et affaires réglementaires, mon rôle est assez simple. J'aide les entreprises, vu que mon entreprise est internationale partout dans le monde, sur des thématiques qualité et réglementaire. Donc, c'est très, très vaste et c'est peu clair. Qu'est-ce que la qualité? Qu'est-ce que les affaires réglementaires? Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend au cours des études, mais qui est difficile à concevoir avant de rentrer à l'ISIFC. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de vous expliquer simplement ce qu'est la qualité et les affaires réglementaires. Donc, dans un premier temps, la qualité, c'est en fait construire un environnement d'entreprise qui permet en finalité de vendre des dispositifs qui sont 100% fiables et sûrs. Et donc, c'est le rôle de la qualité, c'est-à-dire de définir des règles au sein de la société. C'est pour ça qu'on écrit pas mal de procédures. Et puis également de vérifier que l'entreprise travaille selon ses procédures, selon ses règles définies, tout en améliorant constamment l'environnement, parce que rien n'est parfait. Et donc, c'est tout l'intérêt du coup d'améliorer le système pour éviter tout défaut des dispositifs. Parce que quand fabrique un pacemaker, par exemple, la tolérance
en cas de problème, ben, la finalité sur le patient est très grave. Donc, c'est pour ça que cet environnement, donc au niveau qualité, est crucial. Ensuite, si tu peux changer, François, les affaires réglementaires. Donc, les affaires réglementaires, c'est donc lié à cette société avec un travail, comment dire, avec tous les services de la société. Et puis, l'objectif est au final la création de dossiers qui va regrouper énormément de preuves. Et ces preuves vont permettre d'aboutir au fait que ce produit fabriqué dans le bel environnement sera à 100% efficace et sûr. Donc, au final, l'objectif est la création de dossiers via des preuves fournies par l'ensemble de l'entreprise pour permettre d'assurer la sûreté et la performance de ce dispositif et donc de montrer que le produit est conforme aux normes, aux lois. Donc, on accompagne le produit durant tout le développement de production, durant tout le développement de la conception et également dans la production, afin d'obtenir et maintenir les autorisations de vente des dispositifs. Donc, voilà un petit peu les deux rôles, qualité et affaires réglementaires. Et c'est quand même important d'essayer de concevoir ce que c'est, puisqu'à la sortie de l'ISIFC, la qualité et les affaires réglementaires sont deux phases de secteurs majeurs où les élèves de l'ISIFC se retrouvent après l'ISIFC. Voilà. Merci Alexandre pour ta présentation. Tu as oublié de dire qu'on était colocataires pendant quasiment 1 an à la sortie de l'école. Mais c'est encore dur pour moi. C'est pour ça. Effectivement, c'est encore un peu trop frais au bout de 10 ans. On va donner la parole maintenant à Valentine. Valentine, avec qui j'ai l'immense chance de travailler actuellement. Valentine qui s'occupe d'un poste au sein de la startup Archéon à Besançon. Valentine, c'est à toi. Je te donne la première slide. Merci François. Donc, comme François l'a dit, donc, je m'appelle Valentine. Donc, moi, je suis issue de la promo 15 des IFC. Et donc, avant d'intégrer les IFC sur le dossier, j'ai fait une licence, donc licence 3 en fac de sciences à Besançon. Et avant ça, j'avais fait un bac scientifique. Donc, pendant ma dernière année des IFC, j'ai fait mon stage industriel donc, au sein de la société Archéon, qui m'a embauchée directement à l'issue de ce stage. Du coup, aujourd'hui, je suis ingénieure qualité pour cette société. Donc, c'est ma première expérience et ça fait à peu près 2 ans maintenant que j'y suis. Donc, je vais vous présenter mon poste. Donc, je vais me concentrer plutôt sur la partie ingénieure qualité. Je pense que ce que je vais vous présenter va se recouper un petit peu avec ce qu'Alexandre vient d'expliquer. Donc, moi, ma mission principale au sein de la société, c'est de m'assurer que les produits finis qu'on va commercialiser sont des produits de qualité. Donc, un dispositif médical de qualité, on dit que c'est un produit qui est sûr et performant. Donc, qu'est-ce que c'est un dispositif médical sûr et performant? Ça, c'est défini en fait dans un règlement relatif aux dispositifs médicaux et ça va être plutôt le rôle de l'ingénieur réglementaire de s'assurer que le produit développé répond bien aux exigences de ce règlement, ce qui va permettre de pouvoir le mettre sur le marché. Ensuite, une fois que le produit est sur le marché, il faut s'assurer qu'il demeure toujours sûr et performant. Alors ça va être plutôt le rôle de l'ingénieur qualité. Et ça va passer par l'établissement de bases de travail communes à l'ensemble de l'équipe. On dit qu'on construit un système de management de la qualité. Donc, si vous rentrez dans l'industrie du DM, vous allez souvent entendre parler de cette norme, la 13485, qui sert en fait de guide pour établir ces bases de travail communes. Donc, plus concrètement, Franck, si tu peux passer à la slide suivante. Plus concrètement, donc mes missions au sein de la société Archéon, c'est de définir et d'établir une organisation qui va permettre d'harmoniser le travail de chacun, les pratiques de chacun. Et ça passe par la création de procédures qui couvrent les différentes activités de la société, ou des procédures qui vont devoir être appliquées par toute l'équipe. Dans ces activités, ces procédures, on définit des responsabilités. Et ensuite, le rôle de l'ingénieur qualité, c'est de suivre les différentes activités et s'assurer que tout fonctionne bien et qu'on va pouvoir répondre aux objectifs de l'entreprise. Une chose importante dans la mise en place de cette organisation, c'est de s'assurer qu'elle réponde toujours aux besoins et à la taille de l'entreprise. Il faut que l'organisation mise en place soit vraiment un outil
de performance pour l'équipe et non pas une contrainte avec des procédures contraignantes à mettre en place. Je peux passer François. Donc, une fois qu'on a mis en place cette organisation, en tant qu'ingénieur qualité, on doit la maintenir et essayer, si possible, de l'améliorer. Et ça va passer par la réalisation d'audits qui peuvent être faits en interne, donc au sein de la société, et aussi en externe, chez les sous-traitants. Donc, un audit, en quelques mots, c'est, on va dire, une réunion avec des auditeurs et des audités, au cours de laquelle on va s'assurer que l'organisation établie, elle est bien respectée. L'ingénieur qualité, il va aussi organiser des réunions annuelles pour évaluer le système. Et le but de ces réunions, là, c'est de s'assurer que l'organisation qui est mise en place, elle est bien appropriée aux activités de l'entreprise et à ses objectifs. Et en tant qu'ingénieur qualité, on doit également sensibiliser et former l'équipe au système qui est mis en place, qu'il soit bien appliqué. Et pour finir, je vous ai mis quelques aptitudes qui me semblent importantes pour un ingénieur qualité, donc peut-être vous vous reconnaîtrez dans ce poste, donc, qui sont l'organisation, l'esprit d'équipe, le travail en équipe, et un intérêt quand même pour tout ce qui est réglementation et normes, et puis la diplomatie, parce que vous verrez que ce n'est pas toujours évident de faire respecter les procédures et de susciter l'intérêt de l'équipe pour la mise en place de cette démarche qualité. Voilà. Valentine, merci beaucoup pour cette présentation. Tu arrives à faire ta mission avec grand succès au sein de notre équipe. Donc, c'est un grand plaisir de travailler avec toi. On va maintenant passer à un autre type de métier. Je vais donner la parole à Priscilla. Priscilla, ça va être à toi. Je te donne la première slide. C'est à toi. Donc, bonjour. Donc moi, avant l'ISIFC, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai intégré un BTS génie optique, donc qui était sur tous les équipements optiques. J'ai voulu appliquer ça au médical, donc j'ai pu intégrer ensuite l'ISIFC. Après l'ISIFC, j'ai eu les métiers d'ingénieur qualité et dans la même entreprise, j'ai pu évoluer en tant qu'ingénieur validation. Maintenant, je suis ingénieur packaging, mais dans ce métier, il y a une grosse partie de validation sur tout ce qui est emballage. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, je vais vous parler du métier d'ingénieur validation. Donc, les missions sont les suivantes. Donc, tout d'abord, il y a une équipe R&D qui va définir des spécifications produits. Donc, selon la demande du client, les exigences réglementaires, les contraintes techniques, ou pour améliorer ou faire évoluer un produit. Donc, nous, notre rôle, ça va être vraiment de prendre connaissance de ces spécifications. Et selon toutes ces spécifications, on va établir un plan de validation. Donc, dans ce plan de validation, on va créer une batterie de tests correspondant à tous les points de la spécification à valider. Donc, pour cela, il faut souvent concevoir des outils de tests et rédiger des procédures pour pouvoir réaliser ces tests. Donc, dans tout ce qui est qualification, on a 3 gros groupes. Donc, on a des qualifications d'installation, donc ce qui sert vraiment à s'assurer que l'équipement est installé et fonctionne correctement. Ensuite, on a des qualifications opérationnelles. Donc là, c'est plus pour tester des conditions extrêmes, par exemple pour des paramètres. Donc, on a un équipement, je vais prendre l'exemple d'un équipement de moulage. On a un équipement de moulage qui fonctionne avec des paramètres de température, pression et temps. Donc, on a défini une plage auparavant, minimum et maximum de ces paramètres, et on va tester que lorsque l'on moule le produit, il répond toujours aux spécifications. Donc, c'est des spécifications, dans ce cas-là, par exemple, dimensionnelles. Ensuite, on a des qualifications de performance. Donc là, c'est plus pour s'assurer que notre produit répond aux conditions normales de production, en faisant aussi de la répétabilité, de la reproductibilité. Désolée. Donc là, on va faire, par exemple, on va produire sous différents jours avec différents opérateurs, vraiment réunir toutes les conditions qu'on aura ensuite en temps normal pendant la production. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, on a comme mission aussi de coordonner les opérations. Donc, pour ma part, je vais aller en production et je vais former les opérateurs justement aux différents tests qu'ils ont à faire au niveau de la validation. Ensuite, on va analyser donc tous les résultats
Et si on a identifié des problèmes, si on n'a pas pu répondre à certains points, on va apporter les corrections nécessaires et on va refaire les tests adéquats. Une fois qu'on a répondu à que tous les points de la spécification sont validés, on va établir des rapports de test et monter un dossier de validation pour ensuite faire une soumission et pouvoir accepter notre produit. Donc, on peut aussi par la suite établir un plan de contrôle. Donc, par exemple, si on a une spécification qui est au niveau dimensionnel, on va pouvoir la suivre dans le temps et voir comment elle évolue pour éviter des dérives. Et si on voit une dérive, on peut repasser par une phase de validation. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Priscilla, pour ces informations sur l'ingénieur validation. Je vais donner maintenant la parole à Joe. Joe, ça va être à toi dans quelques secondes. Je te donne ta première slide. C'est à toi. Bonjour à tous. Je m'appelle Joe Becca. J'ai fait un bac scientifique spécialité maths et une licence en physique avant d'intégrer les IFC. Ensuite, en ayant mon diplôme, j'ai fait un stage de fin d'études dans une entreprise byzantine qui s'appelle OneFit Medical. Et après ce stage, j'ai pu être embauché en tant que chef de projet pendant 3 ans. Ensuite, j'ai bougé au sein du même groupe pour partir sur Paris chez EOS Imaging, où j'ai pu exercer le métier de responsable produit. Entre-temps, pendant mes années de travail, j'ai pu faire un master en management à l'école de commerce de Dijon. Donc, c'est un MBA. Et aujourd'hui, je suis responsable des ventes au sein d'EOS Imaging, donc toujours la même entreprise, pour vendre des systèmes d'imagerie médicale sur la zone de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. La slide suivante, s'il te plaît. Donc, en tant que responsable des ventes, la vente d'un dispositif médical se fait soit de manière directe, soit de manière indirecte. Quand c'est direct, ça veut dire que c'est le commercial qui va rentrer en contact avec l'hôpital et il va faire la vente directement à l'hôpital, la clinique ou le centre d'imagerie, dans le cas où là, on parle de vente de système d'imagerie. Quand on fait la vente indirecte, ça veut dire qu'on passe par des intermédiaires comme des distributeurs et des agents qui maîtrisent eux-mêmes le marché dans leur pays et qui vont nous aider à vendre. Donc, on va leur vendre le produit et eux, ils le revendent derrière. Dans les deux configurations, la vente passe par plusieurs étapes. La première qu'on exerce en tant que responsable des ventes, c'est de réaliser des études de marché pour évaluer le potentiel qu'on a sur un marché. Ensuite, d'identifier les centres hospitaliers, les cliniques qui ont une activité clinique qui permet de leur proposer notre produit. Ça veut dire qu'on a un produit qui convient à leur activité. Donc, on va qualifier des prospects pour pouvoir essayer de leur vendre notre produit derrière. Ensuite, on va commencer par essayer de convaincre l'équipe clinique, parce que c'est eux qui vont utiliser ces produits, comme quoi ce produit convient à leur pratique, va apporter de la valeur clinique à leurs patients, qui va apporter de la valeur à leur pratique également. Une fois que cette étape est passée, je vais avoir un rôle pour mettre en place un modèle de rentabilité que je vais devoir présenter au management de l'hôpital ou la clinique, avec le support des cliniciens qui, normalement, à ce stade-là du process de vente, ils sont en train de nous aider à convaincre le management pour acheter un équipement ou un autre. Une fois que le management valide que l'hôpital a besoin de cet équipement, on va également apporter du support pour monter le projet de financement du projet, soit en les aidant, en mettant en contact avec des banques, avec des financeurs externes pour faire du leasing ou d'autres moyens de financement. Ensuite, on a notre commande, donc on est très content, on a fait la vente. Par contre, notre travail en tant que responsable des ventes ne se termine pas ici. On doit également assurer le support après la vente, vérifier que le produit a été bien livré, installé, que tout le monde est formé à son utilisation, que l'activité du site a bien démarré
et qu'ils sont contents avec ce qu'ils ont acheté parce que pour un système d'imagerie, ils vont payer peut-être 500 000 €. Donc, c'est très important derrière d'avoir du support. Et notre travail continue également un peu plus tard, soit pour, à la fin de la garantie du système, de vendre aux hôpitaux et aux cliniques des contrats de service pour pouvoir garantir la maintenance de leur système et également pouvoir faire du renouvellement. Ça veut dire les hôpitaux qui ont acheté le système il y a 7 ans, qui ont besoin de passer à la génération de dessus ou bien de changer de système. La slide suivante, s'il te plaît. Une particularité pour la vente indirecte, donc c'est lorsqu'on passe par des distributeurs, on a le rôle également de faire le suivi et de supporter ce distributeur, assurer la formation de ses équipes, parce que les vendeurs du distributeur vont jouer le rôle que nous, on joue avec les hôpitaux en direct. Donc, il faudrait s'assurer qu'ils ont tous les supports marketing qu'il faut pour pouvoir vendre et également pouvoir remonter tous les retours du terrain à nos équipes en interne pour que nos chefs de projet, nos responsables produits puissent adapter le produit, l'améliorer et le rendre compatible avec le besoin de chaque marché. Donc, pour finir, le travail de vente des dispositifs médicaux est un joli métier, je vous le recommande. Merci Joe pour cette présentation en tant que responsable des ventes. Je vais donner maintenant la parole à Pierre-Henri. On va être vigilant sur la durée des présentations pour ne pas déborder trop dans le timing. Pierre-Henri, c'est à toi. Je te donne la première slide. Tu peux y aller. Ok, alors je vais essayer de faire vite. Donc, Pierre-Henri Maillot, originaire de Franche-Comté, où j'ai passé déjà le bac S et après j'ai donc intégré une prépa PCSI, PSI. Donc, je suis entré à l'ISIFC à l'issue du concours. Pendant l'ISIFC, j'ai saisi l'opportunité donnée par l'ISIFC à ce moment-là pour pouvoir effectuer un semestre à l'étranger. Donc, je suis parti un semestre à Cardiff, donc au Pays de Galles. Et ensuite, donc c'est là que j'ai pris goût de l'expérience à l'étranger. Et après, j'ai décidé donc de partir à Berlin, où j'ai eu un poste d'ingénieur R&D, donc en recherche et développement. Et aujourd'hui, je suis dans la même structure, passé chef d'équipe R&D. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, en tant que chef d'équipe R&D, quelques missions principales qui consistent dans un premier temps à choisir les nouveaux projets sur lesquels on a décidé de travailler. Donc, c'est souvent des projets qui sont en partenariat avec des médecins qui vont nous présenter une idée pour un projet tout nouveau ou pour une amélioration de produit. Donc, à ce niveau-là, c'est effectivement de critiquer l'idée, de mettre en place les informations dont on a besoin pour pouvoir décider si on va commencer un nouveau projet ou pas. Ensuite, je m'occupe également de la coordination des projets au sein de l'équipe R&D. Un terme que vous avez déjà entendu plusieurs fois dans les présentations et que si vous êtes amené à travailler dans l'industrie biomédicale, vous allez encore utiliser plus, c'est donc les procédures. Donc, au niveau du biomédical, donc, il est quasiment impossible de travailler sans procédure. Donc, je suis responsable pour la rédaction de ces procédures au niveau R&D et la formation de l'équipe à ces procédures. Je vais également contrôler et valider les documents qui sont écrits par les autres ingénieurs et d'autres tâches administratives comme par exemple tout ce qui va concerner les factures R&D et autres tâches administratives. Donc, la slide suivante, s'il te plaît. Et en parallèle, donc j'ai encore quelques projets de R&D que je gère moi-même et je vais vous montrer quelques tâches donc vraiment en tant que recherche et développement. Donc une grande partie également concerne la rédaction de documents. Donc on va dans un premier temps écrire le cahier des charges pour pouvoir définir effectivement les principales propriétés du produit que l'on veut développer. Il va y avoir également toute la partie analyse de risque et l'écriture de rapports de tests qu'on va effectuer sur des prototypes. Il y a une partie pour ma part donc, de conception assistée par ordinateur. On utilise des logiciels type SolidWorks pour pouvoir faire du design de produits. On utilise également beaucoup la technologie des imprimantes 3D pour avoir des prototypes
de manière très rapide. Et une partie également est de la recherche de fournisseurs pour pouvoir externaliser des productions de produits que l'on ne peut pas faire en interne. Et on s'occupe également, pour finir, à la fin d'un projet, du transfert en production et de la formation des opérateurs en production pour réaliser ce nouveau produit. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Henri pour cette présentation de chef de projet R&D. Je vais donner maintenant la parole à Émeric. Émeric qui est l'un des membres du bureau de l'association. Émeric, c'est à toi dans quelques secondes. Voilà, on te voit, je te donne la première slide. C'est à toi. Parfait. Donc, moi, je vais vous présenter mon parcours et puis un petit peu mon métier. Donc, j'ai eu un parcours un petit peu sinueux. J'ai fait un bac technique, microtechnique à Besançon. Et puis par la suite, je me suis dit, bon, les copeaux de métaux, c'est bien, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est la santé. Donc, j'ai tenté médecine après 2 échecs, hein, je ne suis pas médecin. Mais durant ce parcours, l'optique m'a beaucoup plu. Donc, j'ai fait un BTS génie optique à Morée, au fin fond du Jura. Donc voilà sur le parcours. J'ai rejoint donc, les IFC par voie de dossier. Donc durant ces années, donc, j'ai fait des stages, dont mon stage de fin d'études en Suisse, à Genève. Je ne suis pas resté dans la société. J'ai eu un rôle de consultant en recherche clinique et donc c'est aussi le côté sympathique de l'IFC, c'est que j'ai pu avoir le statut d'étudiant entrepreneur. Donc c'est une des possibilités qu'on peut avoir au sein de l'IFC. Si on a une idée intéressante, on peut se faire accompagner et aller jusqu'au bout. Et donc, du coup, j'ai créé ma propre structure de consultant. J'ai accompagné des industriels sur une phase de recherche clinique. Donc, j'ai fait ça en parallèle de ma dernière année d'études. Après, j'ai décidé d'arrêter pour diverses raisons. Et à l'heure actuelle, je suis ingénieur en recherche clinique pour une grosse société qui s'appelle Medtronic. Ça représente à peu près 90 000 employés dans le slide suivant. Donc les tâches, donc là je suis assez spécifique sur les tâches qu'on peut avoir chez Medtronic parce que le clinique c'est très très large. Donc sur la partie recherche clinique, on peut se situer, si on est dans une petite structure, très rapidement sur quelque chose qui est très proche des affaires réglementaires, donc avec des procédures, de la rédaction de protocoles, de la mise en place d'études. Chose qu'on peut voir un petit peu moins sur et puis toute la partie aussi évaluation clinique qui sont des étapes, on va dire, un petit peu vraiment très réglementaires pour pouvoir mettre notre produit sur le marché. Donc ça, c'est des choses qu'on peut trouver fortement dans les petites structures. Dans les grosses, c'est beaucoup plus dilué. Et donc finalement, on peut se retrouver avec des tâches, tout en étant ingénieur recherche clinique, qui sont un peu plus éloignées de cette partie réglementaire. Donc après, je pense que c'est vrai pour beaucoup de métiers qui ont été présentés avant. Il y a toute une palette un peu de scope dans chaque métier. Donc là, à l'heure actuelle, moi, je m'occupe de la validation des documents marketing. Donc dès que le marketing développe des documents, il faut que je vérifie dès qu'il y a une allégation en lien avec des études cliniques que c'est bien en règle et qu'on puisse bien le donner aux professionnels de santé. Donc c'est une de mes tâches. Ensuite, il y a tout ce qui est bien sûr mise en place d'études cliniques en France. Donc, quand on est dans des grosses structures, généralement, il y a une partie vraiment expert sur le protocole, mais après, on descend dans chaque pays pour lancer les études dans le pays en question. Donc, je m'occupe des soumissions auprès de l'agence de santé, du comité d'éthique pour s'assurer que voilà, tout est en règle et qu'on ne met pas en danger le patient. Et puis après, le lancement auprès des médecins de ces études cliniques. On fait beaucoup de formations aussi. Donc, la recherche clinique, c'est pas quelque chose qui est acquis pour tout le monde. Et c'est pourtant une force souvent, que ça soit en interne auprès par exemple, des forces de vente ou en externe. Et là, ça peut être par exemple des universités. Il y a une forte demande sur ce point de recherche clinique. Donc, je donne des cours à la fac sur Paris, par exemple, sur des masters. Et en interne, on fait des formations très fréquentes avec les forces de vente sur des études, des publications scientifiques, sur nos propres études, comment lire des articles, quelles sont les bases de statistiques. Voilà. Donc, c'est un panel assez large.
Et puis, un dernier point que je voulais mettre en valeur, c'est l'innovation dans la collecte de données cliniques. Les études cliniques, ça coûte très cher. Et donc ça, je pense que c'est un point qui va être le rôle de chaque ingénieur de recherche clinique si jamais vous voulez aller vers ce sens-là. C'est que les études cliniques, ça coûte très, très cher. Et pour collecter ces données-là, qui sont essentielles pour la mise sur le marché, on est obligé de ruser un peu et réussir à collecter des données de bonne qualité via d'autres moyens. Donc, j'ai donné quelques exemples comme les bases de données gouvernementales. Il y a des bases de données qui collectent déjà beaucoup de données. Il faut être capable d'aller les analyser. On peut mettre en place des enquêtes. Donc, il y a plein de moyens divers et variés qu'on peut mettre en place pour faire de la recherche clinique. Donc, voilà, un métier très, très vaste et en pleine expansion. Parfait. Merci beaucoup, Émeric, pour cette présentation d'ingénieur en recherche clinique. On va maintenant donner la parole à Niels. Niels, qui est également membre du bureau de l'Association des anciens. Niels, c'est à toi. Tu as la première slide. Merci, François. Bonjour à tous. Donc moi, pour commencer, avant les IFC, je ne l'ai pas stipulé, mais j'ai fait un bac sciences et technologies de laboratoire, hein, donc pas un bac général. Je peux préciser qu'on peut être ingénieur sans avoir fait un bac S pour autant. J'ai ensuite intégré une classe préparatoire aux grandes écoles, une prépa, option technologie biologie à Marseille en l'occurrence, et j'ai intégré les IFC en 2014. À l'ISFC, on a fait plusieurs projets. J'ai fait un stage à l'étranger, en Australie, à Adélaïde, où je travaillais dans un laboratoire de recherche. Et j'ai ensuite intégré la société Medtronic aussi, en tant que chef de produit, donc sur la partie marketing. Et j'ai, à la suite de mon stage, été embauché en CDI en tant qu'ingénieur d'application, avant d'évoluer récemment en tant que Business Development Manager. François, slide suivante, s'il te plaît. Donc, je vais vous parler un petit peu du métier d'ingénieur d'application. Donc, l'ingénieur d'application, il va intervenir un petit peu en fin de chaîne, finalement, en fin de chaîne de vie du dispositif médical. Le dispositif a été créé dans toutes les normes qu'il faut respecter, comme ça vous a été présenté sur les différents métiers précédents. Ensuite, il est vendu dans les centres. Et à la suite de ça, le dispositif doit être… on doit former tout simplement les équipes à l'utiliser. Donc, moi, je travaille surtout sur ce qui est pacemaker et défibrillateur implantable. Donc, voilà, des dispositifs implantables assez sensibles. Et donc, mon métier au quotidien, concrètement, c'est d'aller au bloc opératoire avec les médecins, les spécialistes qu'on appelle les rythmologues, qui est une surspécialité de la cardiologie, pour les aider à implanter ces dispositifs. Alors, ils font de gestes techniques, moi je ne touche évidemment pas aux patients, mais pour les former sur le produit et aussi pour les aider à programmer le dispositif de façon à répondre au mieux en fonction de la pathologie du patient. Donc, c'est un métier vraiment de terrain où on est au plus proche des médecins, des clients des médecins et de leurs patients, où on a une vraie expertise produit, où on va former les médecins, les équipes paramédicales aussi, les infirmiers notamment. Voilà, on va faire beaucoup de formations, on va être aussi un support à la vente, on va participer au processus de vente avec les commerciaux, les directeurs de vente, et assurer en grande partie la formation et le support d'études cliniques aussi. Parfois, je peux avoir à travailler avec Émeric pour intervenir sur certaines études cliniques. Donc, c'est aussi c'est une grande maîtrise produit avec des produits parfois de grande technologie, des vraies innovations. En photo ici un tout petit pacemaker qui est le Micra, qui est vraiment une innovation qu'on vient placer directement dans le cœur du patient. Donc voilà, c'est la chance de pouvoir travailler au contact des médecins dans un environnement très, très concret et sur des produits de forte valeur ajoutée et très innovants. C'est bon pour moi. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette présentation, Niels. Je vais donner maintenant la parole à Jessica. Jessica, avec qui j'ai eu l'immense plaisir de pouvoir travailler lorsque je travaillais dans une société à Lyon. Jessica qui a intégré l'équipe de développement lorsque j'y étais. Jessica, c'est à toi. Je te laisse la parole. Tu as ta première slide. Merci François. Donc moi, avant d'arriver à l'ISFC, j'ai fait un bac S option SVT. Et ensuite, je me suis orientée sur une première année de médecine que je n'ai pas réussi. Et ensuite, j'ai intégré une licence 1 et une licence 2 santé. Je pense que c'est le diplôme qui existe qu'à Lille. Donc voilà. Et à partir de ma licence 2, donc j'ai déposé un dossier pour intégrer l'ISFC. J'ai passé un entretien. Et donc, j'ai fait mes 3 ans à l'ISFC. En troisième année, j'ai fait mon dernier semestre d'études en Finlande et je suis aussi fait mon stage R&D là-bas.
Et donc, à la fin de mon stage industriel, j'ai été embauchée chez Baxter sur Lyon en tant qu'ingénieur développement. Donc ça, c'était vraiment mon premier boulot que j'ai fait pendant 5 ans, avec François notamment, et plein d'autres LISIFC qui sont passés ou qui sont toujours d'ailleurs dans cette entreprise aujourd'hui. Et donc, depuis 1 an, je suis passée chef d'équipe en production. Est-ce que tu peux passer? Ouais, super. Et donc, aujourd'hui, concrètement, j'encadre une équipe d'une 30aine de personnes vraiment sur la production. Donc, c'est vrai qu'au final, parmi les anciens des IFC, ce n'est pas un des métiers phares et pourtant très, très intéressant. Avec les IFC, on peut tout faire, donc ça, c'est cool. Et donc, sur une ligne de fabrication, il y a différents types de postes, que ce soit l'opérateur pur, le conducteur de machine, les techniciens ou ce qu'on appelle aussi des leaders, donc vraiment les encadrants de proximité. Pour la partie, en fait, clairement, dans le métier, il y a une grosse partie humaine. C'est la plus intéressante, mais aussi celle qui peut s'avérer parfois être la plus difficile à gérer. Donc, sur cette partie-là, l'idée, c'est notamment de développer les compétences de l'équipe, de repérer les personnes à fort potentiel, que ce soit pour développer leur polyvalence ou les monter en compétences. Et aussi voilà, de les impliquer, de les former, de les coacher sur tout ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc, dans ce cadre-là, en fait, il existe vraiment différents outils qui permettent toujours d'améliorer la ligne de production, que ce soit pour l'optimiser ou en matière d'ergonomie. Enfin, voilà, il existe plein d'outils qu'on appelle d'amélioration continue. Et donc, sur le plan plus technique, dans mon métier, je gère aussi le plan de production. Donc, l'idée, c'est de produire les bonnes quantités de telles références de produits par rapport aux demandes des clients, tout en respectant donc des indicateurs de performance. Donc, ça peut être par rapport à la productivité, bien sûr, donc, qui est déterminée d'un point de vue budget. La qualité des produits qu'on fabrique, donc éviter d'avoir des produits non conformes, c'est mieux. Les coûts, donc en termes de ressources aussi, et des délais de fabrication. Et dernier point technique, l'idée c'est aussi de gérer et traiter toutes les anomalies techniques qu'on peut avoir en production, que ce soit sur les machines en elles-mêmes ou différents dysfonctionnements. Voilà. Merci beaucoup Jessica pour cette présentation d'ingénieur production. On va passer maintenant à la présentation d'Andrea. Alors malheureusement, Andrea a un empêchement juste à l'instant. Elle nous a quand même transmis ses slides. Je vais donc présenter sa partie à elle. Andrea donc a fait un bac S avec une option SVT et a ensuite fait une prépa BCPST avant d'intégrer un master en parallèle de l'ISIFC. Elle a eu un premier métier à l'EFS, donc l'établissement français du sang, en tant que responsable de préparation des tissus cornéens. Elle a ensuite fait une thèse, donc une poursuite d'études pour mener donc un bac plus 8. Hein, le diplôme d'ingénieur, c'est bac plus 5. La thèse, ça sera bac plus 8. Elle a fait une thèse en nanotoxicité et elle a ensuite intégré une entreprise en tant qu'ingénieur junior. Et elle est aujourd'hui chef de projet de la conception dans cette même entreprise donc d'ophtalmologie. Alors pourquoi une thèse? Elle a fait une thèse parce qu'en fait elle avait envie de continuer à se former à travers la recherche. Elle avait besoin d'une approche technique avec donc des essais sur paillasse, donc des essais en laboratoire, et de cultiver un sujet dans le détail, donc vraiment aller au bout des choses, comprendre les mécanismes, les phénomènes. Les avantages d'une thèse pour Andrea, c'est qu'effectivement, il y a des congrès à l'international, donc qui amènent à voyager beaucoup, d'accéder aux recherches et en cours sur des projets innovants, donc continuer à se former et à apprendre. Également beaucoup d'échanges avec de grands chercheurs sur différentes thématiques et l'opportunité de gérer par soi-même l'avancement de son projet, donc de recherche dans le cadre de la thèse. Les principales compétences à développer, c'est donc l'autonomie pour le laboratoire. Et donc, c'est une compétence en laboratoire à valoriser lors des entretiens. Il y a également une bourse possible pour l'employeur, pour l'embauche d'un jeune thésard, d'un jeune chercheur. 2 ans de salaire sont financés. Donc, c'est une aide en fait à l'embauche des chercheurs.
Il y a possibilité d'être donc à 10% doctorant en conseil en industrie et la possibilité d'avoir une thèse donc avec un financement qui s'appelle CIFRE en partenariat avec l'industrie. Voilà pour la présentation de la thèse qui permet donc d'aller vraiment aboutir sur des sujets de recherche qui amènent à de nouveaux produits. On va passer maintenant à la dernière présentation pour ce webinaire, une présentation d'Arnaud. Arnaud, je crois qu'il n'a pas de webcam, mais on va quand même pouvoir t'entendre. Arnaud, tu nous entends? Ouais, désolé, c'est l'heure des beaux, alors je me cache. Très bien. Alors Arnaud, je te donne ta première slide, tu me dis dès qu'il faut changer la slide. Ça marche. Bonsoir à tous, je m'appelle Arnaud Ringe, je dois être le dinosaure du groupe, puisque je fais partie de la promo 01 et j'ai eu le diplôme même 01 de l'ICFC. J'ai fait un bac scientifique, une spé SVT, et après j'ai hésité entre deux options, soit me diriger vers médecine, soit faire ce que je voulais à la base, être pilote de ligne. Donc j'ai fait une classe prépa. Bon, l'année où j'ai passé les concours, on était 5000 candidats, ils en prenaient 2, donc ça ne s'est pas passé. Et j'ai découvert l'ICFC dans le cadre de la préparation au concours. Donc j'avais fait mon sujet de prépa sur l'IRM. Je me suis orienté vers l'ICFC et après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé à travailler pour l'Agence spatiale européenne comme consultant sur un projet de télémédecine avec l'OMS et l'Union internationale des télécoms. Et après, ils m'ont gardé. Pendant 2 ans, j'ai travaillé au vol habité sur tout ce qui est l'instrumentation médicale pour les applications spatiales. Et aujourd'hui, je travaille comme responsable justement des activités R&D dans le cadre du développement technologique, mais aussi de ce qu'on appelle les projets d'application que je détaillerai juste après. Et en parallèle, je fais des piges pour une compagnie privée aussi, puisque j'ai eu ma licence de pilote de ligne en parallèle récemment. Next slide. Alors, un des volets de mon travail, comme j'ai dit, c'est faire de la R&D. Alors, en quoi ça consiste? C'est la définition de la stratégie, hein, on appelle ça des roadmaps en recherche et développement pour tout ce qui est les applications médicales et de la gestion de projet. Alors, ce n'est pas moi qui développe l'instrumentation, la techno. Par contre, je cherche les budgets pour faire ces projets. Ça veut dire que je vais défendre l'idée sur la base d'une enquête et d'établissement des besoins, notamment des médecins de vol qui s'occupent des astronautes, mais aussi des scientifiques qui ont besoin de faire des expériences sur les différentes plateformes sur lesquelles on travaille. Et ensuite, je vais m'occuper donc rédiger le cahier des charges, gérer tout ce qui est appel d'offres ou négociation directe en fonction des modes d'action qu'on va choisir, et après superviser l'implémentation du projet, à savoir comment l'industrie va travailler en réponse au cahier des charges. Et je vais gérer tout ça et faire du support technique et leur donner du conseil sur la façon dont ils font les choses. En parallèle de ça, on a quelques actions quand même au niveau des labos, parce qu'on a un labo de biologie sur site. Donc, on va pouvoir faire quelques manips pour soutenir les scientifiques dans des actions bien précises. Et de temps en temps, quand on a de la chance, on peut participer à des campagnes de tir. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à tout ce qui était les opérations de désinfection d'un module européen qui allait ravitailler la Station spatiale internationale en nourriture, en essence et en d'autres objets, quoi. Donc tout ça, c'est l'instrumentation, les technos qu'on développe. Elles servent soit, donc, comme je l'ai dit, à aider les scientifiques qui ont besoin de technologies spécifiques pour faire des manips bien particulières. Donc, ils ont besoin de capteurs plus petits, plus performants. Ils ont besoin de choses qui sont pilotables à distance. Donc, ça, c'est l'aspect scientifique. Et il y a aussi l'aspect instrumentation pour soutenir tout ce qui est médecin de vol, les kinés, pour préparer les astronautes avant leur vol, pour faire le suivi des astronautes pendant le vol, et tout ce qui est réhabilitation après le vol, parce qu'ils dérouillent pas mal dans la station. Next slide. Alors, l'autre volet aussi, c'est tout ce qu'on appelle les applications business. Donc, c'est tout ce qui est la réutilisation des compétences et des technologies spatiales qu'on a pu développer dans le cadre des vols habités, mais pour des utilisations pour la vie de tous les jours. À savoir qu'il y a pas mal d'aspects dans le domaine de la télémédecine, notamment, ou des logiciels qui sont développés dans le cadre de l'astronomie pour la compression des données, qui peuvent être recyclés et injectés dans les projets. Et moi, je m'occupe justement de la gestion de ces projets pour les aspects santé et aviation à cause de mon double background. Je cherche activement des nouveaux projets qui pourraient bénéficier justement de ces décomposants spatiales.
à savoir donc ces fameuses technologies développées pour les vols habités, quelque chose qui s'intègre avec de la communication par satellite, du positionnement, de l'observation de la Terre pour tout ce qui est épidémiologie par exemple. Et j'aide aussi l'agence à communiquer sur tous ces aspects technologie au niveau de la santé et de l'aviation. Et donc sur la dernière slide, vous aurez juste 2-3 images parce que ça vaut mieux que les mots pour citer. Voici. Vous aurez des vues sur les types d'instruments qu'on développe ou les types de missions. Je peux juste montrer la slide d'après, François? Oui, ok. Donc voilà, sur la partie gauche, c'est plutôt les instruments qu'on a développés, donc un scanner tomographique périphérique pour faire des tranches, on va dire, de membres, alors en virtuel, hein, pour voir la composition et la densité osseuse, des systèmes d'aide à la réalisation d'échographie à distance, des systèmes de réalité augmentée ou de réalité virtuelle pour guider justement les astronautes qui n'ont pas un background en médecine, des systèmes de modélisation. On a eu j'ai comme collègue Thomas Pesquet, donc il a été le sujet de certaines manips qu'on a pu faire ensemble. Et sur la droite, c'est plus des projets d'application dans le domaine de l'aviation ou de la santé. Donc on a notre best-seller qui est en haut à droite, un moniteur physiologique qui a été développé par une boîte qui, depuis notre collaboration, a été rachetée par Philips et en passe de devenir un des leaders mondiaux du monitoring physiologique. Donc on a plein de projets comme ça et c'est vraiment sympa parce que c'est des projets qui sont vraiment appliqués, où on va sur le terrain, où on voit la technologie évoluer dans son environnement. Et l'idée, c'est de donner à l'industrie les capacités de réutiliser le spatial et de se créer un business à partir de ça. Voilà. Ok. Merci Arnaud pour cette présentation. Donc effectivement, un parcours atypique pour Arnaud qui a commencé ingénieur biomédical et qui maintenant travaille pour l'Agence spatiale européenne. Un sacré parcours.